Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... And in no other case is that more apparent than that of Korea's infamous Nth Room chat rooms, a place where both women and young girls were extorted, trafficked, and even tortured, all for the pleasure of thousands of anonymous paying users. Des histoires étranges de l'ère numérique. Entre 2017 et 2020, un groupe criminel a orchestré tout un réseau de trafic humain via l'application de messagerie Telegram. Ils ont contraint des centaines de victimes à envoyer des vidéos compromettantes sous peine de représailles. Ces vidéos étaient ensuite diffusées dans des salons de discussion payants, attirant des centaines de milliers d'utilisateurs. Au cœur de ce réseau se trouvaient plusieurs opérateurs clés, dont un certain Baska, qui augmentait progressivement le niveau de dépravation et de torture. Dans ce dernier épisode régulier de notre saison 9, nous allons retracer les dédales de cette horrible histoire de chantage et de torture à l'ère numérique qui a choqué la Corée du Sud ainsi que le monde entier. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, mais j'ai toujours un petit peu une larme à l'œil aussi quand on enregistre le dernier épisode d'une saison. Donc, c'est le moment. On vous a gardé un épisode vraiment terrifiant pour la fin. Âme sensible, s'abstenir, mais vous êtes à Distorsion de toute façon. Donc, vous savez ces choses-là. Mais on vous réserve toujours des surprises parce que, évidemment, même après une saison, on a un bonus / collabo qui s'en vient très bientôt. Il y en a peut-être qui se doutent de ce que c'est. Et pour nos membres Patreon, on a aussi un épisode secret, en fait, juste pour vous, qui va arriver éventuellement dans les prochaines semaines. Donc, on vous tient au courant. On vous rappelle que vous avez un épisode secret par saison. Donc, ceux qui arrivent sur Patreon maintenant, ben là, on n'est pas sur Patreon depuis 9 saisons, mais quand même depuis 3-4 au moins. Donc, il y a tellement de bonus actuellement que ça vaut vraiment la peine. Sinon, on se déplace aussi en région un peu au cours de l'été. Donc, on profite de l'été pour aller faire... pour amener le cabaret des curiosités du web qu'on a présenté au Festival Transistor à Gatineau il y a quelques jours à peine, au moment où on enregistre cet épisode-là. Donc, à chaque fois, on présente des nouvelles histoires. Donc, si vous pouvez nous suivre de ville en ville, si ça vous dit. Mais là, en fait, la seule date qui n'est pas sold out, parce que on se retrouve à Shawinigan bientôt, le 13 juin. Le 13 juin à Shawinigan avec nos amis de Côte et Sombre. Malheureusement, c'est tout vendu. Donc, la prochaine fois, on se reprendra un petit peu d'avance, peut-être avec une plus grande salle ou autre. Mais c'est quand même un plaisir d'aller voir nos amis de Shawinigan. Ceci dit, le 11 juillet, on va être à Longueuil, donc au festival Comic Fest, où vraiment on est dans une salle plutôt cool et il reste des billets. Il reste quelques billets quand même. La majorité sont vendus, mais c'est le 11 juillet à Longueuil. Donc, si vous êtes à Montréal, aux environs, sur la Rive-Sud, venez nous voir. C'est le moment idéal. Puis, il va s'ajouter éventuellement des dates. Le Québec, c'est sûr qu'on va y aller. On est déjà un peu sur le dossier. Ça risque de se produire. On vous tient au courant. On aimerait beaucoup aller aussi dans le bas du fleuve, pardon. Peut-être même dans le coin de Rouen. On ne sait pas. On ne sait jamais. Hein? Yes. Et nos amis d'Europe aussi qui font de plus en plus pression pour qu'on y aille. Exact. Donc, on est aussi sur un coup, c'est sûr, c'est un petit peu différent d'organiser une mini-tournée en Europe, mais bon, qui sait. On vous tient au courant. Absolument. Si vous écoutez cet épisode en 2028, ben, vous pouvez, éviter ou du moins ignorer toutes les dates que je viens de vous dire. Mais tiens, Seb, qu'est-ce qu'on boit ce soir là, pour passer au travers de cet épisode-là terrifiant? Oui, ben justement, je voulais nous
nous sortir un peu une bière d'été. Elle s'appelle la Route du Sud de Shawbridge, en fait. C'est une IPA qui est tropicale. Eux, ils ont inventé puis là, je lis un peu ce qu'ils disent, c'est un nectar aux antipodes de notre situation géographique. Il y a des houblons tropicaux. Donc, c'est vraiment pour nous faire rêver au sable chaud. Donc, je trouvais que c'était parfait pour aujourd'hui. 5,6 d'alcool, puis une l'IBU de 55, donc une belle amertume. Et de qui nous vient cette bière? Oui, elle nous vient de Steve, pas de E, Marcotte. Donc, merci Steve de nous avoir fait une tournée de bière via le site web. Vous, si vous avez envie, comme Steve, de nous aider à boire de la bière, yes. Vous rendez sur le site distorsionpodcast.com, il y a un petit bouton « Tournée de bière » et vous suivez le processus via les dons de PayPal. Et voilà, le tour est joué. On a aussi un autre remerciement à donner à Eva Triple J sur Apple Podcast qui nous a donné une review 5 étoiles qui nous dit « Podcast incontournable quand on aime le true crime, les histoires étranges et l'ère numérique, on voyage entre le Québec et la France et partout ailleurs sans se lasser dans des histoires toujours intrigantes et documentées, des histoires traitées à travers le spectre du numérique et d'Internet. Merci pour ces années de trajet, de ménage et de travail transformés en moments fascinants. » Ça fait plaisir, Eva. Ça fait plaisir de vous accompagner dans vos tâches ménagères. Oui. Pour l'after show disponible sur Patreon, Seb, tu nous as réservé un after show sur le côté sombre de Telegram. Oui, Telegram, cette application de messagerie qui est en fait une application un peu comme les autres, encryptée, mais qui souvent devient le bastion d'arnaqueurs de toute forme. Donc, oui, on va vous en parler justement. Oui, donc ça risque d'être très intéressant avec des exemples et des histoires bien précises. Et là-dessus, Seb, je pense qu'on en a assez dit. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire terrifiante de Baska et de la Ninth Room? Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, Émile, un clin d'œil à NordVPN, notre fidèle partenaire gardien de notre vie numérique. Pour ceux qui se le demandent, je vous réexplique encore une fois un peu c'est quoi un VPN. En fait, c'est un tunnel crypté pour votre navigation Internet et ça rend vos données indéchiffrables en plus de votre présence en ligne. Donc, vous ne laissez plus de traces pour les GAFAM. C'est votre bouclier personnel contre les regards indiscrets. Que vous soyez chez vous ou connecté dans un Wi-Fi public, oubliez-le pas, dans les cafés, tout ça, les Wi-Fi publics, il peut avoir des interceptions de données. Donc, c'est important d'utiliser NordVPN aussi pour ça. Donc, avec ça, vous avez votre propre cap d'invisibilité sur le web. Yes, puis j'en profite, Seb, pour leur donner un gros shout-out parce que NordVPN soutiennent beaucoup les podcasteurs comme nous, les créateurs de contenu, les YouTubers. Donc, vraiment, ils jouent un rôle majeur, en fait, dans le financement de plein de créations de vos podcasteurs et de vos YouTubers préférés. Donc, shout-out à vous. Puis, c'est pas tout parce qu'avec NordVPN, les frontières numériques s'effacent. Ça nous offre un peu un accès illimité là, aux nouvelles locales, puis ainsi qu'aux plateformes de streaming là, comme Netflix, Crave, Disney+, même Tout.tv, Apple TV, peu importe où on est sur le globe, on peut se connecter comme si on était à la maison. Et pour vous aider à bien démarrer, on a une promo spéciale pour vous. Vous avez 4 mois gratuits ainsi qu'une importante réduction sur votre abonnement. Vous vous rendez au nordvpn.com/distorsionvpn, nordvpn.com/distorsionvpn pour vous abonner et avoir tous ces rabais-là. Mais inquiétez-vous pas, si le service ne vous plaît pas, vous avez 30 jours pour l'essayer et être garanti. En fait, c'est garanti que vous allez être remboursé si le service ne vous plaît pas. Donc, n'hésitez pas pour ça. Prenez une chance, testez-le, je vous le garantis, vous n'allez pas détester. Seb, là-dessus, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, madame. Et monsieur. Yeah. Nous sommes en 2019 en Corée du Sud, dans les bureaux de la Seoul Broadcasting System, la SBS. Fondée en 1990, la SBS est l'un des principaux diffuseurs de télévision et de radio du pays. Souvent comparée à CNN pour son influence et sa portée, cette chaîne joue un rôle crucial dans la diversification du paysage médiatique sud-coréen. Sa programmation variée qui comprend des bulletins d'information, des émissions sportives, des programmes de variété et des séries dramatiques attire ainsi un large public. Dans la salle de conférence baignée d'une lumière crue, l'atmosphère était électrisante. Une réunion de producteurs se tenait.
marqué par une tension palpable qui flottait au-dessus de la table en acajou. Les discussions animées avaient laissé place à un silence lourd, alors que l'heure de prendre une décision controversée approchait. Malgré plusieurs avertissements émanant des membres les plus prudents du groupe, qui conseillent une réévaluation minutieuse, l'audace avait pris le dessus. Les producteurs télé, poussés par un mélange de défis et d'urgence, avaient décidé de diffuser une séquence vidéo reçue de manière anonyme, normalement sujet à une analyse plus approfondie. Les conséquences potentielles de leur choix semblaient peser lourd, mais l'appât du scoop et de l'exclusivité avait fini par l'emporter. Oh, intéressant, ça, comme mise en bouche. Oui. Il regarde à nouveau cette vidéo. La vidéo montre une très jeune fille, visiblement désemparée, qui n'est pas habillée et qui n'a rien d'autre qu'un sac de plastique sur la tête. Elle est entourée d'une ficelle rouge, et lorsque la vidéo commence, elle dit « Je suis l'esclave du docteur. Je m'immolerai par le feu dans quelques jours devant les bureaux de la SBS. S'il vous plaît, ne diffusez pas l'histoire du docteur à l'antenne. » En filigrane de la vidéo, on peut lire SPS Doctor Slave, donc l'esclave du docteur. Les producteurs commencent à paniquer, et je les cite. « Repassez la vidéo. Qu'a-t-elle dit exactement? Elle va faire quoi dans quelques jours? C'est quoi quelques jours? Je veux dire, dépêchez-vous, faites quelque chose. » Toute l'équipe se sent impuissant et acculé, conscient du poids de la décision qu'ils doivent prendre face à une telle révélation choc. Ils doivent agir rapidement, mais avec une extrême prudence, car les implications en fait de cette vidéo pourraient être vastes, non seulement pour la jeune fille, mais aussi pour la réputation de leur chaîne et aussi même pour toute la société sud-coréenne. C'est rare d'ailleurs qu'on voit ça, du moins en Amérique du Nord, on n'a pas vu ça souvent, des vidéos de chantage et de torture comme ça. Là. Moi, je me rappelle d'une manière très claire la première fois que j'ai vu les vidéos de décapitation de l'État islamique, en fait, là, il y a quelques années, qui avaient été diffusées par Al Jazeera à l'époque. Puis c'est comme un peu surréel de voir ça, de voir l'horreur humaine en action. Là. On se croirait dans un film, mais tout est bien vrai. Là. Oui, je m'en rappelle encore de la première décapitation que j'avais vue, puis je m'étais dit, je n'ai plus besoin de revoir ça. Puis j'en ai jamais réécouté. Ça m'avait trop marqué. Puis j'étais début vingtaine, là, tu sais, à peu près. Là. Bref. La police est alors appelée pour surveiller le bâtiment de SBS. Mais même là, ils ne peuvent pas avoir des yeux partout. Il suffit de 2 secondes pour allumer une allumette. Les producteurs doivent trouver qui est cette fille dans la vidéo, sinon, dans quelques jours, quelqu'un pourrait mourir. Ils doivent la trouver et l'arrêter. Mais comment? Ils ne peuvent pas voir son visage, ils ne connaissent pas son nom, ils ne savent rien d'elle. La vidéo a été prise dans une chambre qui pourrait être celle de n'importe quelle jeune fille à travers le pays. La scène pourrait représenter l'une des innombrables étudiantes. Ils visionnent la vidéo une fois de plus. Scrutant chaque détail de l'écran, ils cherchent quelque chose, vraiment n'importe quoi. À ce stade-ci, même une tache de rousseur ferait l'affaire. À un moment donné, la jeune fille tend la main. Elle porte un bracelet d'amitié rose et blanc, déjà visible dans une autre vidéo qu'on leur avait montrée auparavant. Alerté, le producteur sort rapidement son téléphone et se met à fouiller dans les archives de ses chats sur Telegram. Là, il se rappelle de l'avoir vu. Telegram, qui est l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde, hein, comme on vous disait. Chaque salon contient sur Telegram plus de 10 000, ça dépend lesquels, là, mais dans ce qui recherchait, plus de 10 000 photos et vidéos. Comment il pourrait retrouver la jeune fille parmi toutes ces images-là? Après quelques recherches, la vie de son côté, il trouve la même fille sur une autre vidéo. Cette fois, la vidéo est claire. Même bracelet d'amitié rose et blanc. Mais cette fois, ils voient derrière elle une étagère. Ils zooment autant qu'ils le peuvent et découvrent que le nom de la jeune fille est écrit sur le côté d'un manuel de son collège, en fait. À côté, on trouve une série de notes autocollantes, des post-it, sur lesquelles on peut lire « Je t'aime, docteur » ou « Baska ».
Juste pour vous dire, le Baska, c'est docteur en coréen. Donc, parfois, on va utiliser Baska, des fois, on va utiliser docteur, des fois, on va utiliser médecin. Donc, quand on utilise ces mots-là, il y a personne qui est dans le vrai monde médical. C'est toujours la même personne. Exactement, c'est toujours la même personne. C'est comme Dr. Dre, c'est pas un vrai docteur. Oui, exact. Et justement, bon, sur les post-it, on peut lire « Je t'aime, Baska, s'il te plaît, j'aime beaucoup le docteur, je suis une esclave du docteur. Les salons de discussion du docteur sont les meilleurs. » Donc, vous voyez, là, on va y revenir à cette histoire-là. Mm-hmm. Mais avant, justement, qu'on aille plus loin, Émile, explique-nous donc un peu d'où ça vient, Telegram, puis c'est quoi exactement? Oui, j'ai eu quelques histoires avec Telegram moi-même lorsque j'ai commencé à stalker mon voisin que je soupçonnais d'être dans une secte, en fait. J'ai un voisin, peut-être que j'aurai la chance d'en faire un after show ou une mini disto, mais je veux pas trop le doxer, en fait. Là. Ça. Mais j'ai un voisin, en fait, qui vivait avec plein de gens, un peu en mode commune, dans un grand appartement près de chez moi. Puis, tout ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il a commencé à me dire, là, j'ai acheté une terre à tel endroit, puis je veux déménager mon groupe, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, OK. Puis là, je voyais que pendant 2 mois, il déménageait, mais c'était plus que du déménagement. Là, il enlevait des 2x4. Il défaisait les murs. Il amenait le plancher avec lui. Il amenait vraiment beaucoup de choses. J'étais OK, il en amène du stock dans son déménagement, tu sais. J'ai l'impression qu'il a tout défait le condo. Puis, je me suis rendu compte sur Facebook qu'il proposait à des gens de rejoindre son channel Telegram pour un peu la construction de son nouveau monde. Oui. Okay. Donc, c'est là que j'ai fait mes premières expériences en Telegram. J'ai rejoint son groupe pour essayer d'en apprendre un peu plus. J'ai pas plus de détails croustillants. En fait, on dirait qu'ils ont arrêté de publier. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont changé de chambre Telegram ou quelque chose. Donc, j'ai pas plus de nouvelles. J'ai rien de croustillant, mais peut-être que je vous tiendrai au courant. Bref, Telegram, c'est quoi? Ça a été créé en 2013 par Nikolai et Pavel Durov, qui sont les fondateurs du réseau social russe Viki, qu'on connaît bien, là, où Donald Trump est, entre autres. Là. Telegram offre une plateforme de messagerie instantanée axée sur la sécurité et la confidentialité. C'est encrypté. C'est conçu comme une alternative à des applications comme WhatsApp, par exemple. Puis ils sont reconnus aussi pour leur protection des données. L'application intègre un chiffrement de bout en bout là, pour les conversations individuelles et propose des messages éphémères qui se suppriment automatiquement après un délai défini. Là. C'est un problème, hein, ça, justement. Oui. Pour commencer à utiliser Telegram, l'utilisateur doit s'inscrire avec son numéro de téléphone pour vérifier son identité. Il peut ensuite ajouter des contacts, former des groupes, des discussions et autres, puis partager plein de types de contenus. Là. Une des caractéristiques uniques, c'est la possibilité de créer des chats secrets, dans le fond, qui offrent un chiffrement renforcé puis des options de confidentialité accrues, comme la programmation de l'autodestruction des messages. Donc, ça permet quand même de gérer d'une manière un petit peu plus poussée là, que Facebook Messenger, évidemment. Là. L'application permet également une personnalisation poussée de l'interface, des arrière-plans, des stickers, plein d'affaires de même. Des bébelles pour jouer. Là. Oui, c'est ça. C'est disponible sur à peu près toutes les plateformes, bureaux, web et autres. Ça synchronise les conversations. On parle de 100 millions d'utilisateurs actifs quand même mensuels, puis 12 milliards de messages échangés chaque jour. C'est beaucoup, là, hein, quand même. Hein? Ben oui. Donc moi, c'est un peu mon utilisation. Je sais pas, toi, si Seb, tu l'as déjà utilisé un peu? Oui, ben je le garde actif. La seule room que je garde, en fait, c'est Zone 911. Zone 911, lui, il couvre, c'est un blog de la région de Québec qui couvre l'actualité un peu, les accidents, les incendies, tous les faits divers de Québec. Puis, étant donné la nouvelle loi sur Facebook, ben, tous ces posts ils étaient tous bloqués. Fait qu'il il a créé un groupe sur Telegram. On dirait que je trouvais que c'était une bonne alternative. Même pour les groupes de discussion, on dirait que je suis pas habitué, c'est mon seul. On dirait que je suis pas habitué mais j'aime ça. Là, quand il pose des nouvelles, j'ai une notification puis je vais voir les gens échangent. Mais j'ai jamais été plus loin que ça dans ça. Puis on dirait que ça m'intrigue puis ça me fait peur d'une certaine façon, mais ça reste une application où on s'échange des photos, des vidéos. Là. Oui. C'est juste que c'est sécuritaire. On retourne à notre histoire.
Nous nous retrouvons maintenant là, dans un collège en Corée du Sud, plus précisément dans les toilettes publiques pour hommes. 2 collégiennes y sont présentes. Elles doivent se dépêcher. Étrangement, elles ne se cachent pas dans une des cabines, mais se tiennent près des urinoirs et des lavabos. Si quelqu'un tourne le coin pour entrer, il les verrait immédiatement. N'importe qui pourrait les surprendre à tout moment. Elles risqueraient d'être découvertes avec la caméra qu'elles ont installée en train d'enregistrer une vidéo. Elles se disent mutuellement « Allez, finissons-en ». Nous ne sommes même pas censés être ici. Elles allument la caméra et l'une des filles appuie sur le bouton d'enregistrement et elles se tournent l'une vers l'autre. Leurs sourcils sont froncés et pour un bref instant, on dirait qu'elles sont sur le point de fondre en larmes. Mais elles s'arrêtent et forcent un sourire. Elles essaient de montrer toutes leurs dents, mais il y a une discordance entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de leur visage. On a l'impression qu'elles sourient, mais sous la contrainte. Elles ne veulent pas être là, c'est clair. Elles ne veulent pas sourire non plus. L'une des filles demande, les dents serrées, « Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? » Et son amie acquiesce, et là, elles se mettent lentement à genoux sur le sol froid de la salle de bain. Elles placent ensuite leurs mains sur le sol, collant et malodorant de la salle de bain. Portant leur uniforme scolaire, elles ajustent la caméra pour mieux capturer leur visage proche du sol. Une larme coule sur la joue d'une des filles, mais toutes deux maintiennent un sourire forcé et exagéré. Elles se penchent davantage, leur visage s'approchant du sol. L'odeur acide de l'urine les assaille, puis, dans un geste de désespoir, elles lèchent le sol imbibé d'urine. Elles doivent répéter l'action encore et encore. Je vous passe les détails de sur quoi elle peut bien tomber là, sur le sol d'une salle de bain pour hommes public. Là. Mais à la fin de l'horrible épreuve, elles affichent un sourire encore plus large devant la caméra et lèvent le petit doigt, un geste qui semble être la marque de leur défi ou de leur résolution. C'est assez étrange, ça, Seb. Oui. Puis vous allez voir, là, on était un peu dans des détails un peu hardcore, mais il n'y en aura pas beaucoup. Là, on voulait quand même donner certains exemples, là, pas les pires, mais quand même pour vous montrer ce que ces femmes-là, parce que c'est majoritairement des femmes, les victimes, pouvaient subir en fait, au fil du temps. Parce que vous le comprenez, elles sont forcées de faire ça actuellement, mais on va y revenir. On bascule un peu. Un dimanche dans la même année, le journaliste Kim Won reçoit un email contenant un lien crucial pour sa nouvelle mission, transmis à la suite d'une information anonyme au Hangyeol-hae. C'est le nom du journal pour lequel il travaille, pardonnez mon sud-coréen, mon coréen en fait. Sélectionné pour cette enquête en raison de son rôle clé au sein de la rédaction, c'est vraiment un journaliste bien réputé, il est confronté à un sujet sombre, l'exploitation sexuelle via les salons de discussion sur Telegram. Absorbé, il fixe intensément l'écran de son ordinateur plongé dans les détails de l'email qui pourrait définir sa prochaine grande enquête. Ce sera un projet très simple. Il s'agira probablement d'un autre article sur les caméras espionnes. Il pense qu'il va aller sur Telegram, suivre cette piste et trouver des vidéos de caméras espionnes téléchargées. C'est le sujet qui a dominé l'actualité en Corée du Sud dans les années 2020 et tout ça. C'était vraiment un sujet d'actualité, les caméras cachées en fait. C'est même une épidémie en Corée du Sud. On a nos enjeux aussi, mais ça a l'air que là-bas, c'était assez fou. Justement, là, des caméras espions cachées dans les toilettes publiques, les motels, les hôtels, les cabines d'essayage des magasins, les toilettes d'hôpitaux, les salles de bain, même dans les chambres à coucher. Il y a même des hommes, lorsqu'ils invitent d'autres hommes à se rendre à l'hôpital, en fait, puis ils utilisent ces vidéos-là. Les filles qui n'ont aucune idée et ne consentent pas à être filmées et à être intimes, il y a des caméras espionnes, en fait. Mais les images filmées par les caméras espionnes sont ensuite diffusées sur tout l'Internet, même pas sur le dark web, là, mais sur le web ordinaire où à peu près tout le monde peut y accéder. Là. Il y a des pasteurs qui cachent des caméras dans les salles de bain de leurs filles pour regarder leurs amis, les amis de leurs filles se doucher. Il y a des beaux-pères qui cachent des caméras cachées dans les ours en peluche, des décorations en forme de tournesol dans les chambres de leurs belles-filles. C'est vraiment une réelle épidémie. Lui, il pense qu'il va travailler là-dessus, mais il s'assoit quand même à son bureau un dimanche, dans son bureau vide. Il ouvre la piste qui lui a été soumise en fait.
On lit qu'il y a des rapports selon lesquels un collégien aurait distribué en fait du contenu pédopornographique à ses amis sur Telegram. Des captures d'écran étaient jointes au courriel ainsi que l'adresse IP et l'adresse exacte du domicile de l'étudiant qui diffusait ces vidéos-là sur Telegram ainsi que le lien pour s'y rendre. Le journaliste Kim clique sur le lien Telegram et il a été admis dans un salon de discussion comptant plus de 9000 membres. C'était dans un salon de discussion rempli de vidéos. Ce n'était même pas un salon de discussion avec du contenu en tant que tel, c'était plus une place de marché, un marketplace pour d'autres salons de discussion en fait. Il continue à naviguer là-dedans et voit clairement les catégories étiquetées pour les salons de discussion à explorer. Il y a une chose que je ne savais pas, Émile, c'est qu'en Corée du Sud, là, la production de contenu pornographique standard est interdite, en fait. OK, no porn zone. No porn zone, exact. Puis disons que il laisse un petit peu lousse sur Internet, mais c'est difficile de trouver un site Internet. Mais au niveau légal, par définition, les réseaux sociaux ne rentrent pas là-dedans. Fait que c'est devenu une vraie passoire. Puis avec l'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir, ils ont resserré un peu les lois. Mais quand même, par rapport à ça, puis je trouvais ça un peu étrange parce que le OpenNet Initiative, eux, ils trouvent ça comme envahissant en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en Corée du Sud, par défaut, tu as l'Internet chez toi. Peu importe, 100% des gens sont connectés, mais c'est pour avoir une forme de contrôle sur les citoyens, en fait, parce que leur Internet est régi. Tu ne peux pas consulter de contenu pro-Corée du Nord et de contenu pornographique. C'est les deux trucs qui sont vraiment bloqués. Puis une autre petite anecdote que je voulais vous raconter par rapport à la Corée du Sud, c'est l'adultère. L'adultère non plus. Et l'adultère, en fait, est illégal. Il peut être sanctionné par la loi, mais vous vous rappelez du site ashleymadison.com, qui est un site de rencontre qui promeut ouvertement l'infidélité, en fait. Oui. Ils l'ont lancé en Corée du Sud, OK? En 2019, il a attiré 46 000 membres dès les premières journées. Eux, ils ont un objectif de 500 000, mais ils ont utilisé une faille légale. En fait, le site a su naviguer dans une zone grise, même si c'est illégal. En fait, en Corée du Sud, bien que l'adultère soit illégal, il ne peut être poursuivi que si un conjoint lésé dépose une plainte. Donc, il faut vraiment que le conjoint fasse un effort. Donc, par conséquent, malgré une surveillance rigoureuse, les autorités ne traitent pas Ashley Madison comme une entité criminelle parce qu'ils ne violent pas directement la loi. C'est plus un intermédiaire, en fait, pour ça. Donc, je trouvais ça un peu une petite parenthèse rigolote, oui et non, là. Par rapport à ça, mais je me questionnais. Nous, l'adultère, je ne sais pas si c'est illégal pour on ne l'applique pas. On dirait que je me posais la question parce que je me suis demandé. Je sais que ça peut jouer, ça peut jouer contre toi dans une demande de divorce au niveau des règlements de ton contrat de mariage, je pense. Mais je sais pas, je pense pas que c'est criminel. Pas de prison, là, c'est ça. Non, c'est ça. Je sais pas. Je pense pas. Ou du moins, ils ne l'appliquent pas si c'est des vieilles lois, là, parce que souvent, il y a des vieilles lois bizarres. Mais je trouvais ça assez. Je savais pas tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça doit aider à nourrir ce type de contenu-là, là, même si c'est du contenu, vu que c'est de l'interdit, là, c'est sûr que les gens ont envie de peut-être aller plus loin pour trouver du contenu comme ça. Oui, exact. On retourne à notre salon illicite sur Telegram. Des caméras cachées, caméras espions, de la gore, des salles de jeu, et il y a une autre salle là, qui dit sans détour « chambre d'enfant ». Et ça, c'était pas ce que l'email semblait impliquer pour le journaliste. Là. Il ne s'agissait pas seulement d'un collégien publiant de la pédopornographie dans une discussion de groupe avec ses copains de collège. Mais ça, c'est complètement différent, c'est tout un écosystème. C'est une place de marché pour la distribution de matériel pornographique et de matériel illégal. Et tout ce dont les journalistes avaient besoin, c'était d'un lien pour s'y rendre. Ils n'avaient même pas besoin d'un VPN, en fait, pour y aller. Là. Il n'y avait pas besoin de Tor non plus pour aller sur le dark web. Il n'y avait besoin de rien du tout, juste d'une connexion Internet. Bien que la majorité des utilisateurs de Telegram n'utilisent pas l'application pour commettre des crimes, elle sert principalement à la communication entre ces utilisateurs-là. Donc, lorsqu'un utilisateur sélectionne une catégorie, il est dirigé vers un nouveau salon de discussion.
Et là, les créateurs de ces salons font la promotion de leur espace en expliquant pourquoi leur salle est la meilleure pour cette catégorie spécifique, là, que ce soit de la gore, là, par exemple, de l'horreur ou des histoires de meurtre. Là. En parcourant des centaines d'aperçus de photos et de vidéos, Kim découvre avec effroi qu'elles impliquent toutes de la pédopornographie. Il n'imagine pas qu'il allait découvrir un tel réseau criminel aujourd'hui. Ce qu'il supposait être une simple étincelle se révèle rapidement être un feu de forêt, dévorant non seulement un bâtiment, mais engloutissant toute la ville, tellement c'est gros ce dossier-là, ce qu'il semble voir. Là. Comprenant l'urgence de la situation, il rédige rapidement un article pour dénoncer ces salons de discussion et clique sur « Publier ». Il ne peut pas se permettre d'attendre jusqu'au lendemain. Le monde doit être informé sans délai car les implications de l'affaire sont suffisamment graves pour ébranler tout le pays. Ce scandale promet de devenir l'un des plus gros de l'année selon lui. Saisi par la nervosité, mais résolu, Kim s'efforce de révéler la vérité. Après avoir cliqué sur « Publier », il mettait au grand jour l'existence du site AVN Snoop, qui est un site accessible via le web classique. Qui expose plus de 230 000 vidéos explicites, y compris des vidéos de caméras espionnes. Il y avait des vidéos de mineurs, des vidéos de vengeance aussi postées sans consentement, des photos prises, par exemple, de collègues féminines en jupe, et on sent bien qu'il s'agit d'un... Qui sont dans un bureau. Qui sont dans un bureau, oui, c'est ça. AV & Snoop était dirigé par un homme. Enfin, un nom d'utilisateur appelé Watchmen, tiré du personnage de DC Comics. Le journaliste Kim n'avait aucune idée de qui parmi ces personnes dirigeait ces salons de discussion. Il télécharge toutes ces vidéos de manière anonyme. Même les Watchers, ceux qui commentent de plus en plus grossièrement et de manière plus sanglante, sont tous anonymes. Mais il veut que le monde le voie aussi. Même s'ils ne savent pas qui sont ces gens, ils ont besoin de savoir que ces gens existent et qu'ils sont là et qu'ils font du mal à d'autres personnes. C'est la première étape pour traquer ces prédateurs. Après que le journaliste ait publié son article, son courrier électronique s'affiche sur un côté et les salons de discussion sur son téléphone et il attend que son courrier électronique explose. Révéler leur présence est, selon Kim, la première étape pour les traquer. Avant la publication de son article, il attend que les réactions affluent, habituellement inévitables après de telles révélations choc. D'habitude, lorsqu'il publie ce type d'article, il reçoit des pistes, des conseils, des rencontres personnelles avec des personnes, entre autres, qui ont visité ces sites. Elles vont tout simplement commencer à affluer, selon lui. Et là, il entend des ding, 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 c'est des notifications qui arrivent. Toutefois, c'est pas sur ses courriels, c'est ni sur ses messageries, mais par contre, sur le salon de discussion qu'il a visité plus tôt, c'est là que ça se passe, les notifications affluent. Et là, les gens vont commencer même à le menacer là, en lui disant on va aller lui faire du mal. Il y en a qui vont même le doxer, le poster une photo de lui, et il y en a qui vont commencer à le menacer en ligne. Là. Il ouvre un fichier qu'on lui envoie, et c'est une photo de lui, justement. Et là, il commence à avoir certainement peur. Il y a des gens même qui rapportent son adresse. Toutefois, au niveau de son article puis du grand public, on dirait qu'il n'y a personne qui s'en soucie. Oui, il n'y a pas tant que ça d'intérêt, on dirait, du grand public. Lui qui pensait que sa nouvelle allait vraiment ébranler le pays, en fait. Mais par contre, son téléphone, lui, dérougit pas. Là. Il est même chaud au toucher. Et là, il va lire des conversations et il y a des gens qui vont dire sur Telegram, nous avons son compte Facebook, il a 2 enfants, voici une photo de l'aîné qui est sa femme, quel est le nom de sa femme? Donc là, il y a quelqu'un qui découvre son numéro, quelqu'un qui découvre son adresse. Donc vraiment, lui, il regarde ça en se disant, oh mon Dieu, je suis foutu, là, ils vont, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi, mais ils connaissent des détails sur ma vie vraiment poussés. Là. C'est incroyable en ça, le doxing, comment il peut être efficace à la gang. Puis sans trop vous révéler, je vais vous en reparler un peu plus tard, mais ces gens-là, dites-vous que dans la société, il y a toujours des gens qui ont accès aux données critiques. Quand vous allez à l'état civil, à votre permis de conduire, à toutes ces entités gouvernementales-là, il y a toujours des gens qui ont accès à ces données-là. Oui. Et là, Kim tremble à ce stade.
Et là, il regarde son téléphone. Des photos sont distribuées dans le salon de discussion de lui, de sa famille, de lui dans son immeuble. C'est fou, là. Oh, oui. Et l'article de Kim qui expose ces salons de discussion-là n'est devenu viral que dans ces salons de gens concernés-là, en fait. Le reste du monde ne semblait pas avoir beaucoup de feedback à donner là-dessus, en fait, là. Et là, un nouvel événement là, a été créé dans le salon de discussion. Il y a eu une notification et le nom de l'événement, c'est « Attraper Kim Won ». Il est maintenant temps de connaître indéfiniment la date de naissance, les noms de chaque membre de la famille et tous leurs numéros de téléphone privé, ainsi que tous leurs relevés d'emploi. Et vous voyez, ça, c'est ce que les gens disent dans la description de l'événement. Et on dit même « Saisissez votre chance de commander un esclave ». Oui. Et là, que se passe-t-il à ce stade-ci, là? Kim actualise à nouveau son courriel et il y a enfin quelque chose, un courriel non ouvert provenant d'un expéditeur anonyme, et il clique dessus. Et je vous lis son contenu. Vous vous trompez d'arbre. Tous ces gens ne sont rien. Evian Snoop, ils ne sont rien. Vous devez consulter le médecin. Je peux vous aider. Et le journaliste Kim qui répond, mais qui est le médecin? Qui est-ce? Et la personne répond, moi je suis le Joker. Ooh. Devant la gare de Pawadang, en Corée du Sud, juste en face de la station de métro se trouve un dépanneur 7-Eleven, la grande chaîne de dépanneurs. C'est là que le journaliste Kim et son collègue ont prévu de rencontrer le Joker. Le collègue de Kim exprime ses inquiétudes quant à la sécurité de ce rendez-vous. Comment pouvons-nous être sûrs de pouvoir lui faire confiance? Cela pourrait être un piège orchestré par quelqu'un qui veut te capturer, en fait, s'inquiète-t-il, le collègue de Kim. Et si c'était un observateur qui souhaite que les vidéos d'esclaves continuent et pense que tu menaces en fait son business? Kim répond avec assurance, détaillant sa stratégie pour rester en sécurité. Je lui ai dit que je porterais une veste noire, mais en réalité, j'en porte une grise. Cela me permettra de le repérer de loin. Il sera trop occupé à chercher quelqu'un en noir, ce qui me donnera l'avantage de l'observer pendant qu'il est distrait. Ouais. Je trouve ça quand même brillant. Je pourrais vérifier aussi si d'autres personnes se cachent aux alentours, car il prétend venir seul, vêtu d'un anorak blanche ou d'une doudoune, comme on dit. C'est le choix stratégique. Car la Corée du Sud en hiver ressemble à New York, c'est une mer de vestes noires que le journaliste dit. Il dit comme pour ça, je pourrais le surveiller discrètement tout en scannant la foule. Il porte un anorak noir, croyant que le journaliste Kim en porte un également. Le Joker, habillé d'un anorak blanc en fait, serait trop visible. Donc, vous vous tenez prudemment à distance et en cas de problème, que vous appelez la police en fait s'il y a un enjeu. Bien que ce plan soit quelque peu imprudent, les journalistes n'ont pas d'autre option à ce stade et veulent rencontrer le Joker. Kim quitte son collègue à l'angle de la rue et se dirige vers la station de métro où ils ont prévu de se retrouver. Soudain, tout bascule dans le chaos. Écoutez ça, on dirait un film. Juste devant la station de métro, 2 voitures grincent et se percutent, provoquant un énorme accident au moment qu'il allait rejoindre le Joker. Les alarmes des voitures à proximité se déclenchent, les klaxons retentissent, les gens crient et tout le monde se précipite vers les voitures accidentées. Ça ressemble presque à un mauvais présage. Peut-être que le journaliste Kim aurait dû s'arrêter à ce moment-là, mais il continue à scruter la foule. Tout le monde essaie d'accéder aux voitures pour vérifier qu'il n'y ait pas de blessés. Ils se précipitent tous dans la même direction, tels des fourmis accourant vers une source de nourriture. Regardant la scène complètement imperturbable, debout devant la station de métro devant le 7-Eleven, se trouve le Joker. Les 2 journalistes s'assoient avec lui dans un café voisin et ils sont tous les 3 assis à une table d'angle tout au fond. Le Joker porte une casquette de baseball. Il ne lève même pas les yeux pour croiser les yeux des autres journalistes, en fait. Les journalistes sont surpris de voir qu'il a un visage plutôt bébé. Ses joues sont plutôt rebondies. Il a l'air très jeune. Et lui, il dit, le Joker, il dit « Je jure que je n'ai jamais vraiment entendu parler de ces salons de discussion. » Et là, lui, et je le cite encore, il dit « Un jour, j'étais à la maison lorsque j'ai reçu un appel d'une amie et elle m'a demandé de me rencontrer en personne. Elle avait l'air désemparée et elle ne voulait pas me dire au téléphone ce qui n'allait pas, alors je l'ai rencontrée. Elle était en désordre, elle pleurait, elle pouvait à peine parler.
je pouvais dire que c'était vraiment quelque chose de mauvais qui lui arrivait. Elle m'a parlé d'un type, Baska, le médecin, le docteur. Elle a déclaré qu'il l'avait forcé à réaliser des vidéos explicites pour Telegram. Et elle a dit à Baska non au début. Je ne veux pas faire ça. Je ne peux rien faire de pareil. Mais il a commencé à la menacer. Elle a dit qu'il venait tout juste de commencer à lui envoyer des SMS avec son nom au complet provenant du gouvernement, son adresse et numéro de téléphone de ses parents, même son numéro de sécurité sociale. Donc, il avait accès à toutes sortes d'informations qu'elle ne savait pas comment il avait pu obtenir. Elle lui a quand même dit non. Je ne peux pas, je ne ferai rien de tout ça. Et là, c'est là qu'il a commencé à inonder le salon de discussion. Initialement, elle était seule avec Baska, un inconnu dans la salle virtuelle. Mais bientôt, il a commencé à inviter des centaines d'hommes. Ils apprirent son adresse et son numéro de sécurité sociale grâce à des échanges sur Telegram, et leur nombre ne cessait de croître. Il la harcelait continuellement, la réduisant à l'état d'esclave et lui ordonnant de se comporter comme telle, sous peine de se rendre à son domicile. Menacée d'être dénoncée par une centaine d'entre eux si elle désobéissait, elle se résigna à suivre les directives du médecin et lui envoya une vidéo. Elle a envoyé cette vidéo à une salle de discussion plus grande appelée la salle du médecin, donc probablement la Ninth Room. Oui. Mais elle n'avait pas accès à cette salle. Le Joker explique aux journalistes que sa mission consistait à infiltrer la salle du médecin afin d'observer les types de vidéos diffusées et le nombre de participants impliqués. Avant même d'accéder à la salle principale, il y a une salle d'attente apparemment. C'est la première étape pour comprendre le processus avant de pénétrer dans l'espace principal de Baska. Et c'est dans cette salle qu'on détermine nos préférences. C'est semblable à remplir un sondage. Le médecin diffuse des bandes-annonces et des teasers vidéo, en fait, selon le contenu, pour vous aider à choisir la salle qui vous convient. Et après avoir fait votre choix, vous passez à l'examen. Il y a des frais à régler, évidemment, et vous pouvez ensuite rencontrer Baska. Une fois dans les salons de discussion, la première chose qui frappe, c'est la peau. L'écran est entièrement couvert de tons de chair, en fait. L'écran entier est rempli de couleur peau, vraiment un peu comme de la chair rosée. Et on retrouve aussi beaucoup de filles nues, en fait, en guise d'imagerie. Chaque photo ou vidéo est filigranée de Baska. Et si ce n'est pas filigrané, les filles auraient écrit, en fait, « médecin esclave » dessus. Oui. Généralement en grosses lettres noires ou en rouge sur les bras. Ils vont s'inscrire ça sur le corps, en fait. Oui, n'importe où. Ouais. Finalement, il demandera à certaines victimes de graver les mots « médecin esclave » sur leur corps. Les victimes étaient obligées de se mettre à genoux pour demander pardon de ne pas avoir été bonnes pendant qu'elles se mutilaient ces mots-là. Oui, exact, parce qu'il est obligé vraiment de se graver des lames de rasoir, des couteaux, il y avait vraiment... Oui, c'est horrible, honnêtement. C'était un peu sa marque de commerce. C'est ça, exactement. Le médecin avait 3 signatures distinctes pour chaque vidéo. Le premier endroit serait quelque part sur la fille qui serait l'esclave du médecin et la vidéo ou la photo serait filigranée avec l'esclave en tant que tel. À l'ouverture de chaque vidéo, les esclaves levaient leurs petits doigts. C'était aussi une partie de sa signature. Oui. Et enfin, chaque vidéo montrait la victime souriante. Elles devaient sourire absolument, sinon elles auraient des conséquences. Dans presque toutes les vidéos, leur corps entier tremblait de peur et leurs yeux étaient gonflés à force de pleurer et ils se forçaient toujours pour sourire. Une autre chose que le médecin faisait est qu'une fois que vous entrez dans un salon de discussion, vous n'obtenez des vidéos réalisées par les 3 ou 4 mêmes esclaves que si vous en avez marre et que vous voulez de nouvelles personnes. Vous devez rejoindre un autre salon de discussion où il y a encore 3 ou 4 esclaves, par exemple. On soupçonne que le médecin avait plus de 300 esclaves. Oui, c'est fou. Hein? Je me demande où il les recrutait, en fait. Oui.
Désormais, le médecin est connu dans le monde des forums de discussion pour innover constamment et met à jour ses éléments de menu pour satisfaire sa clientèle. Ainsi, le menu indique, par exemple, que les esclaves peuvent, et là c'est dégueulasse, là, oui. Ils peuvent consommer des matières fécales, jouer du couteau sur, s'automutiler d'une certaine façon, de la nudité en public, de la torture. En tout cas, ça peut aller très loin. Très loin. Là. Et on parle de 70 à 80 salons de discussion qu'il possède, là, ce Basca. Tous séparés par... les goûts, les envies ou les vices là, de chacun. Là. C'est fou, hein? Ça en fait beaucoup quand même, quand t'es décline comme ça. C'est le genre de choses que tu vois justement dans des films puis que tu dis hey, jamais l'humanité va se rendre jusque-là. Puis là, tu vois ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Puis il y a eu tellement de témoignages, puis je les ai pas mis parce qu'ils sont tellement durs, mais il y a même des femmes qui meurent. Là, des fois, là, ils mettaient, je vais juste donner un exemple, là, ils leur font porter des trench coats. Ça, c'est un autre de leur marque là, aux esclaves. Là. Ils leur font porter des trench coats, puis ils les identifient, puis ils nomment où ils sont rendus dans la rue. Les gens, après ça, ils vont les voir. Des fois, ils les kidnappent, ils les amènent dans des hôtels. Ils filment tout ça. Là. Puis il y a une femme qui en est morte. Elle a été violée par je ne sais pas combien d'hommes. Elle est morte. Puis ils ont tout filmé. C'est horrible. Là, c'est ces gens-là qui vivent ça. Puis tantôt, tu te posais la question comment ils recrutent, en fait. Souvent, c'est par des offres d'emploi, en fait. C'est vraiment la tactique première. Ils vont t'offrir une offre d'emploi. Qui n'a rien à voir avec ça. Là. Non. Puis ce qui est bizarre, je trouve que les gens sont naïfs parce que dès la demande de l'offre d'emploi, ils demandent déjà des infos personnelles puis une photo de toi. Puis même souvent des photos intimes de toi. Puis les gens embarquent là-dedans. On dirait que c'est comme s'ils étaient désespérés pour avoir un emploi. Mais c'est jamais ce qui est annoncé. Là. Donc, puis ils tombent dans cette boucle-là. Puis même souvent, je ne l'ai pas mis en exemple, mais il y a un homme, il pensait, lui, qu'il allait avoir un emploi pour sa famille et tout ça. Puis ils ont demandé d'envoyer des vidéos de ses propres enfants. Puis il l'a fait pour avoir l'emploi. Mais il disait, je trouvais ça bizarre. Puis à un moment donné, j'avais pas de réponse. Puis à un moment donné, t'es accepté, mais il a fallu quand même qu'il envoie des photos de ses enfants. Fait que là, ils ont toutes ces informations. Ils ont plein de détails sur lui. Fait qu'après ça, ils utilisent ça pour puis là, tu tombes dans une te recruter en tant que te trafiquer. Oui, exactement. Puis après ça, ils demandent de trouver d'autres vidéos, de recruter d'autres gens. Ça devient un peu infini, toute cette boucle-là, de comment les gens entrent là-dedans. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils font du recrutement, mais ils ont un gros stratagème. Là. Il y a eu des trentaines, quarantaines de personnes là, dans tout ce réseau-là là, qui travaillaient. Boy. Puis on est juste à la moitié de l'épisode. Oh, oui. Et là, je reviens aux chambres en question. Il y a des coûts pour entrer. Il y en a ce qu'on appelle les chambres difficiles, commencent à 187 $ pour entrer. Je ne sais pas si 187, c'est le code pour un meurtre là, au niveau de la police. Je ne sais pas si ça bonne question, je n'avais pas pensé. Ouais. Et les chambres moyennes, ce qu'ils appellent moyennes, en fait, là, qui sont plus élevées même, en fait, à moyenne, commencent à plus de 450 $. Donc, code 450. Et plus tu augmentes dans le prix, dans le fond, plus tu as du contenu plus intense, mais qui est plus court en même temps. Oui, donc, tu as un ratio là, longueur versus intensité. Oui. Et il y a aussi les salles VIP. Et là, ces vidéos-là deviennent encore plus intenses et les coûts sont encore plus onéreux. L'accès commence à environ 1200 $. Mais qu'y a-t-il dans les salles VIP?
Dans les salles VIP, l'horreur devient encore plus intense. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Par exemple, les victimes vont faire des... et là, on tombe dans un côté un peu lugubre, des jeux avec des insectes comme des chenilles. Ils vont devoir en manger, s'en insérer, des choses comme ça. Là. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais on va retrouver des choses comme ça, des trucs vraiment, vraiment là, décalés. Là. Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop qui est-ce que ça excite, toutes ces choses-là. Mais je ne comprends pas, moi non plus. Mais il y en a que c'est leur chose, là, apparemment. Et dans ces salles, les femmes étaient contraintes d'interagir avec les membres, mais pas de manière passive. Là. Non. Les visiteurs VIP, loin de se contenter de regarder, lançaient des commentaires horribles là, et psychologiquement là, très destructeurs envers les victimes, qui, elles, devaient supporter ça en plus de tous les autres sévices. Là. Les VIP pouvaient même payer des sommes supplémentaires pour des interactions vidéo directes, comme par exemple en demandant des vidéos, des photos spécifiques ou des demandes spéciales. Par exemple, un VIP désirant marquer une victime là, de manière particulière pouvait simplement payer un montant prédéterminé pour justement la brander, là, lui faire un genre de tatouage là, au couteau. Là, ça nous rappelle Nexium un peu. Oui, c'est vrai. Oui. De ce type de marquage-là. Là. Oui, la secte un peu weird. Là. Souvent, les marques demandées étaient des mots dégradants gravés sur la peau avec un couteau, pendant que les victimes devaient sourire devant la caméra. Imaginez la torture. Et parfois, les VIP souhaitent que leur nom d'utilisateur même là, soit brandé sur la victime. Là. Et en fait, ils en voulaient toujours plus, cette clientèle-là, cherchant constamment à augmenter les enjeux là, pour ressentir davantage d'émotions fortes. Basca commence donc à publier les adresses des victimes dans les groupes chat là, des VIP, ajoutant une couche diabolique de peur pour les victimes qui sont déjà terrifiées à l'idée de voir leurs vidéos et leurs photos divulguées, là, non seulement par le médecin, mais par n'importe quel visage anonyme des forums de discussion. Les victimes sont terrifiées à l'idée que leur famille découvre ce qui leur arrive, parce que souvent, ils se cachent de leur famille, là, ils font ça... c'est à d'autres moments, pas devant eux, jamais. Puis jamais, souvent, ils ont trop honte pour en parler aussi. Exact. Là. Ces victimes sont également terrifiées lorsqu'elles sortent dehors parce qu'elles ignorent qui participe à ces salons de discussion-là. Est-ce que ces gens-là sont dangereux? Probablement oui. Leurs visages, présents dans toutes ces vidéos, sont connus de tous, sauf deux en fait. Exact. Ils ne savent pas s'ils vont se faire reconnaître par quelqu'un dans la rue, au magasin, au restaurant, même à l'école ou au travail. Donc, ils sont toujours en train de devenir paranoïaques. Là. Pourquoi une telle personne me regarde un petit peu? Est-ce que ce passant-là m'a reconnu? Donc, il y a vraiment un sentiment de peur, de paranoïa qui s'installe. Là. Tu dois être constamment en hypervigilance, en fait. Ah, bien, c'est clair, mon Dieu. Tu ne dois pas avoir envie de juste vouloir rester chez vous. Oui. Et sans savoir qui sont ces observateurs ni à quoi ils ressemblent, les victimes vivent dans une peur constante, surtout maintenant que leurs adresses sont divulguées publiquement à ceux qui prennent plaisir à les voir souffrir de manière horrible et insupportable. C'est incroyable. Maintenant, je vais vous parler de la Gotham Room, en fait, qui est vraiment le marketplace déviant là, sur Telegram, dont fait partie Basca, en fait, à travers tout ça. Et on sait que Gotham, dans la fiction, c'est un lieu sombre, c'est une dystopie, c'est une ville fictive dans Batman, qui est pas juste Batman, mais qui est dominée par les criminels sans scrupules, qui sont que motivés par l'argent et le pouvoir. Dans ce Gotham numérique, chaque entrepreneur agit comme un commerçant dans un marché promouvant son activité dans des salons de discussion qui fonctionnent comme des stands accessibles, en fait, moyennant paiement, là, comme si vous étiez au marché. Imaginez-vous dans un marché alimentaire, les vendeurs agitent des affiches, distribuent des échantillons gratuits, chacun essaye d'attirer les passants avec des offres alléchantes pour qu'ils puissent goûter à leurs produits. Mais c'est la même effervescence qu'on peut retrouver sur les salons de Gotham, en fait. Les annonces sur le compte Telegram varient grandement. Certaines présentent des vidéos au titre provoquant et choquant, tandis que d'autres offrent des interactions dans des chambres numériques qui permettent aux participants d'observer des scènes d'intensité variable. D'autres encore promeuvent des services technologiques assurant une haute qualité en fait des données et offrant le choix entre un contenu hard ou soft selon les préférences des utilisateurs.
Ensemble, ces éléments composent un marché numérique dynamique qui reflète la diversité, la complexité là, d'une véritable place de commerce. Ça, c'est ça qui est débile. C'est des véritables... je peux dire, tout est organisé, on dirait. Là. Cette clientèle-là, c'est organisé vraiment. Des discussions, des marketplaces, tout ça, un peu hiding in plain sight. Là, exactement. C'est comme... Pas trop difficile d'accès, mais juste assez. Mais tu sais, c'est clair que quand tu fonctionnes comme ça, à quelque part, ton temps est compté. Ah oui. Puis on va en reparler un petit peu plus tard. Oui. Faites-vous-en pas. Les policiers ils voient tout ça, là, mais ils ont un peu les mains liées à cause de Telegram. Là. Par exemple, il y a une annonce qui pouvait dire « Venez sur mon compte, j'ai des vidéos provocantes, y compris des scènes intenses à découvrir. » Il y en a une autre, c'est « Assister à une démonstration de loyauté dans ma chambre numérique. Chambre numéro 2, venez et regardez. Veuillez nous envoyer un DM uniquement si vous pouvez effectuer un achat immédiat. Nous n'acceptons pas les plans de paiement. » Donc, si c'est votre première visite dans notre communauté Gotham, il y a des guides même, puis ça c'est vrai, hein, j'en ai trouvé un guide comment naviguer, comment négocier, comment bien trouver un tutoriel. Oui, okay. C'est tellement dérangeant à cause du contenu final. Là, tout d'abord, il n'y a presque aucune salle de Gotham qui contient du matériel consensuel. C'est vraiment comme la porte d'entrée. La plupart du temps, des mineurs, et la plupart du temps, ils sont forcés là, de faire ces vidéos-là. Ils n'ont aucune idée, en fait, que ces vidéos sont faites ou téléchargées pour que des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes puissent les regarder. C'est pour ça qu'on les appelle les esclaves dans les salons, parce qu'en fait, ils font exactement ce qu'on leur demande de faire. Là. Donc, c'est pour ça le terme esclave. Puis je le trouvais dur, mais c'est vraiment le terme qui est utilisé parce qu'ils sont à la merci de quelqu'un. Là. Si vous pensez que ce que vous aimez est si particulier, si différent, si spécial, puis que personne n'aura de salle, de salon pour ça, c'est à peu près impossible. Il y en a pour tous les goûts. Puis souvent, ils sont classés aussi par thématique, d'habillement. Là. Des enseignants, militaires, policiers, infirmières, collégiennes. Les stéréotypes, de porn classique. Exactement. Là. Et aussi des salons de discussion pour jeunes filles et tout ça. Donc, la salle Gotham ressemble à un gros catalogue géant offrant un menu complet de tout ce que vous pourriez désirer, mais à un certain prix. Le coût d'entrée dans cette Gotham City est variable. Pour certains, il équivaut à vendre leurs âmes, tandis que pour d'autres, il est aussi insignifiant que de jeter une scène dans une fontaine. Mais avant toute chose, il est nécessaire de confirmer que vous êtes un homme. Ce n'est que des hommes. Ou du moins une personne qui s'identifie comme homme parce que, et je vous cite, « Nous aurons besoin d'une photo de vos parties intimes à côté d'un morceau de papier sur lequel votre nom d'utilisateur est inscrit au marqueur noir. Les femmes ne sont pas autorisées. Ensuite, nous aurons besoin de vidéos de quelqu'un de votre entourage. » C'est ça, là, Il doit s'agir d'une femme. De préférence, une femme. Mais vos propres enfants seraient probablement les meilleurs. Nièce, cousine, oui, peut-être la fille d'un voisin si vous n'en avez pas. Vidéos, photos, 2 prises secrètement qui sont de nature explicite, le plus jeune est le mieux, c'est ce que nous recherchons. C'est juste le prix d'entrée. C'est une police d'assurance. Parce qu'une fois que vous avez posté tous vos détails personnels, que vous avez envoyé des vidéos, que vous avez prises en secret de votre propre sœur, votre fille, votre femme, en train de se doucher, comment tu peux sortir de Gotham? C'est là qu'il y a une forme de prise d'otage. Vous allez être piégé dans Gotham. Ça va un peu devenir votre nouvelle maison, puis vous risquez d'y aller pour toujours, parce qu'automatiquement, que vous ne respectez pas ça, ces vidéos-là peuvent être relâchées, quoi que ce soit, puis j'imagine que même dans l'éthique, ils ne doivent pas se gêner pour en relâcher aussi, qui mieux. Là. Il est troublant de constater que peu de participants sont perturbés par ce processus d'organisation invasif, en fait. Pour eux, le principal est de ne pas rater cette opportunité en or. Fait que tu vois, ils veulent tellement consommer ce contenu-là qu'ils sont prêts à faire ce sacrifice-là. Ben oui, ils sont addicts. Tu sais, d'envoyer des vidéos de tes propres enfants, puis ou même de ta femme, tu sais, de penser que je trouve ça complètement fou. C'est ça. Pour t'assurer que tu dénonces jamais le groupe. Là. Exactement. Donc, après avoir passé les contrôles initiaux incluant l'envoi de photos compromettantes et les données personnelles, il ne reste plus qu'à procéder à des transactions généralement en crypto-monnaie.
Une fois intégré au système, un simple lien sert de clé d'accès à ce qu'ils perçoivent comme un paradis interdit. Même là, on peut observer des membres implorer pour obtenir ce lien, certains allant jusqu'à inventer des histoires tragiques pour susciter l'empathie, prétendant que cela leur apporterait du bonheur dans des moments difficiles. OK. Trouver Gotham est étonnamment simple, malgré la gravité de ce qu'il représente. Caché en pleine vue, il ne faut que quelques clics pour y accéder, révélant les côtés sombres de l'Internet. Et ce n'est pas dans les profondeurs du dark web, comme on vous dit toujours, mais bien accessible par le web de surface. Je vous parle un peu du site dont tu nous parlais tantôt, Seb, AVN Snoop, dans le fond, qui aujourd'hui a disparu, qui lui présente aussi une origine obscure et difficile à tracer. Là. Selon la Wayback Machine, là, les archives de l'Internet, il n'existe qu'une seule capture de données datant de 2024, bien que le site semble avoir été actif là, depuis un certain temps, hébergeant des tonnes de vidéos explicitement illégales. De là, vous pouviez trouver un lien vers la Gotham Room qui se trouve sur Telegram. Une capture qui date de 2024? Oui, en fait, puis la capture de 2024, c'est ça qui est étrange. C'est qu'actuellement, c'est un domaine parqué. Vous savez, si vous allez sur un nom de domaine, puis comme des pubs et tout ça, il n'y a rien. Puis il y a eu une capture en 2024 de ce site vide-là, mais on dirait qu'avant, il n'y a jamais rien eu, il n'a jamais été capturé, mais je le sais que par souci d'éthique, ces sites-là, s'ils les ont déjà pompés, ils les enlèvent, parce que c'est du contenu qu'on ne veut pas nécessairement garder en archive. Hein. Puis bref, sur ce site-là, c'est là qu'on pouvait trouver un lien vers la Gotham Room là, sur Telegram. Là. C'est un lien qui a un peu l'air de rien, là, un t.me, là, tu sais. Et là, à partir de ce moment-là, il nous suffit de choisir la salle qui nous intéresse, de passer le contrôle, comme tu nous as expliqué, Seb, et de vous lancer. La salle la plus prisée, évidemment, c'est celle de Basca, là, du docteur. Et le processus nécessite environ 6 clics si tout se passe bien, ce qui est assez simple. Oui. Et une fois à l'intérieur, le tout premier message qui s'affiche vous souhaite la bienvenue à Gotham avec les mots « Let's rape ». Donc, ça donne le ton. Si on revient à l'article que Kim, le journaliste, a publié, en fait, après la publication de l'article sur Basca et sur ses salons VIP, l'intérêt était assez minime, là, comme on vous disait. Cependant, l'article a finalement gagné en popularité avec le temps, attirant une nouvelle vague d'observateurs curieux des activités horribles qui étaient décrites. Là. C'est ça qui est... Donc, à quelque part, ça y a fait de la publicité, en fait. Il y avait à la base 1000 membres payants et ce nombre-là a grimpé à 5000 suite à l'article. Donc, ça a nourri, en fait, ça nourrit Basca puis son organisation. Exact. Certains nouveaux utilisateurs ont avoué n'avoir jamais entendu parler de Telegram avant de lire l'article, mais ont été attirés par la salle de Basca après sa lecture. Les membres de forums de discussion ont trouvé la situation hilarante même, certains appelant même Kim à écrire un article de suivi pour continuer à booster la popularité. T'imagines. En réponse à cette nouvelle demande, le médecin, un homme d'affaires avisé, a augmenté le prix d'entrée de sa chambre VIP à 1 500 $. Les nouveaux venus visaient directement le statut VIP, donc rien d'autre, cherchant l'accès aux meilleures vidéos possibles. Le médecin a également proposé une entrée gratuite dans les salles non VIP à quiconque pourrait fournir des informations sur le journaliste là, Kim Won. Et d'autres journalistes du journal même. Oui. L'article de Kim a eu des conséquences inattendues. Non seulement il a promu les plateformes d'exploitation et de trafic humain, mais sa famille a aussi été exposée, le laissant vivre dans la peur. Il se sentait impuissant, comme s'il se battait contre un monde illusoire dominé par Basca, qui a même rebaptisé sa salle de chat pour se moquer de la situation. Cette publicité involontaire a fait grimper la popularité de la salle et Basca est un peu devenu une vedette là, au sein des grands méchants du web. Là. Oui, puis c'est tout le contraire de l'effet attendu. Et de nouveaux salons à partir de ce moment-là aussi là, apparaissent quotidiennement, chacun essayant de copier la formule de celle de Basca. Ces salles variées incluent des salles de revendeurs et des salles à thématiques où des individus partagent des vidéos et des photos et exposent des personnes proches ou des connaissances, là, même sans leur consentement. Donc, ça devient un genre de refuge pour des vidéos de voyeurisme de toutes sortes. Là. Exact.
Il y a une salle qui s'appelle la salle du désir d'équation, qui a attiré plus de 28 000 membres intéressés. Je ne sais pas ce qui se passait là-dedans. Ben elle, c'était beaucoup, justement, c'était toutes d'envoyer des proches. Là, c'était celle que tu parlais juste avant, là, qu'on envoyait des vidéos de nos proches sans qu'ils sachent, en fait. Ah, OK. Là, on a parlé de Baska ou encore du médecin. Je vais vous présenter un autre joueur, là. Il s'appelle God, qui est un créateur de contenu influent qui avait disparu, lui, pendant 11 mois. Et là, il refait surface, provoquant une grande excitation dans les salons de discussion. Son retour soulève des questions parmi les participants qui le voient comme un meneur sadique opposé aux motivations plus capitalistes de Baska. Donc lui, il semble être une coche au-dessus au niveau violence. Oui. Les discussions entre God et Baska révèlent une dynamique complexe où ils discutent de stratégies pour éviter d'être capturés, y compris la diffusion massive de vidéos compromettantes en cas d'arrestation. Mais comment ça fonctionne tout ça, Seb? Oui, vous allez voir, ils ont chacun leur modus operandi. On en a déjà un peu parlé, mais juste pour clarifier, en fait, Baska, c'est les Doctor's Room. Eux, ces salons-là, ils monétisent la torture, l'exploitation avec des frais élevés pour des services spécifiques tels que l'obtention d'adresses des victimes ou la demande de torture particulière. En parallèle, God, qui gère les 9 Rooms, là, en fait, parce que c'est même devenu un symbole, hein, les 9 Rooms, là, parce que c'est un endroit où c'est les pires profondeurs de l'humain. Là. Et lui, en fait, c'est la nuance, ça ressemble aux salles de Baska, en fait, sauf que il est vraiment, lui, c'est des salles exclusives de brutalité là, extrême, de la cruauté innovante. Le terme innovant dans la cruauté me fait peur. Puis moi, j'ai lu toutes sortes de trucs qu'on ne vous dira pas, vous pourrez faire vos recherches, mais il était vraiment dans cette optique-là, là, il est encore plus fou que l'autre. Là. Il faut savoir que la police, elle lutte, hein, évidemment. Je recommence, André, j'ai dit lutte. Il faut savoir que la police lutte pour infiltrer et démanteler ces réseaux-là, mais ils sont confrontés à la difficulté de pénétrer un milieu qui est hautement sécurisé et anonyme. C'est ça le problème avec Telegram. Oui, parce qu'on a hâte que la police les pogne. Là. Oui. Malgré des efforts soutenus, Baska et God restent insaisissables, glissant à travers les fissures juridiques et échappant régulièrement à leur capture. Les policiers qui sont chargés de les traquer ressentent constamment une pression immense. Ils travaillent jour et nuit avec peu de repos. Là. Durant cette période-là, là, c'était fou. Ils consommaient beaucoup de café, beaucoup de ramen pour maintenir leur énergie. Puis c'est vrai qu'ils disaient ça, qu'ils mangeaient beaucoup de ramen, ça m'avait fait sourire. Chaque nouvelle notification apporte son lot de contenu choquant, montrant parfois là, des actes inimaginables commis sur des mineurs, exacerbant le sentiment d'impuissance parmi les enquêteurs. Dans leur bureau jonché de plusieurs téléphones vibrants, les agents se sentent comme s'ils étaient témoins directs de crimes horribles, transportés virtuellement sur les lieux via ces vidéos-là. Mais malgré cela, ils peinent à identifier les victimes ou à localiser précisément où ces atrocités sont filmées, ce qui intensifie leur frustration et leur sentiment de défaite, en fait. Dans ce sinistre réseau de salons de discussion, les opérateurs aussi, mais ils suppriment les preuves, ils ferment les salons de discussion existants, puis ils en ouvrent des nouveaux tout le temps pour échapper à la surveillance policière. Donc, c'est encore plus difficile pour les policiers de les capturer. La police se trouve impuissante, réduite à observer. Comme je vous dis, ils observent, là, mais sans pouvoir intervenir alors que les membres du salon planifient, discutent ouvertement de leur intention criminelle. C'est ça qui me dépasse. La police estime que le créateur de ces salons, connu sous le nom de Baska, gère, on vous l'avait dit, 70 à 80 salons, impliquant potentiellement des centaines de victimes. Les enquêteurs examinent chaque vidéo, là, un peu comme les producteurs, là, pour trouver tous les petits indices. C'est ça qui peuvent les aider, qui peuvent les mener à l'identification et au sauvetage des victimes avant qu'il ne soit trop tard. Ben, c'est souvent ça qui a mené à des découvertes. Hein? C'est le pouvoir de l'intelligence collective. Oui, quand on est une gang à scruter des vidéos, Luca Rocco Magnotta, on a parlé dans notre épisode sur les furries. Même chose, le tueur en série qui s'attaquait à des animaux, en fait, a été piégé aussi en raison de ça. Oui. C'est souvent ça, en fait,
talon d'Achille de ces criminels-là. Puis, mais en même temps, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Oui, vraiment. C'est vraiment difficile, mais heureusement, vous allez voir, ils vont avoir des alliés. Les vidéos constituent leur unique source d'indices. Hein. Les enquêteurs scrutent chaque détail pour identifier les victimes, taches de rousseur, grains de beauté, uniformes scolaires, hein, qu'on est capable d'identifier, éléments de décor, inscriptions ou tout autre indice pouvant être utilisé pour localiser ces personnes avant que Baska ne les atteigne. La plus jeune victime identifiée avait seulement 12 ans. Oh my God. C'est fou, là. Et des rapports indiquent qu'il pourrait y en avoir de bien plus jeunes encore. Dans leur enquête, la police a localisé une personne clé pouvant offrir des informations de l'intérieur détaillées sur les opérations internes des chambres de torture. Il y a une équipe de 12 officiers qui a été déployée pour interroger cette personne-là. Ils ne l'ont jamais nommée, procédant en fait avec une extrême prudence pour ne pas l'effrayer. Ils ont choisi d'observer à distance en attendant le moment propice pour intervenir. Cette surveillance contrastait étrangement avec les scènes horribles des vidéos analysées auparavant, offrant un moment de paix apparente alors qu'un père enseignait à son fils à faire du vélo, un instant de bonheur familial pur. Cependant, il surveillait en réalité le créateur des chambres, Baska, qui se révéla être bien plus jeune que prévu. Puis à ce moment-ci, en fait, personne ne savait qui il était, là, ce fameux Baska ou encore God. Non. Là. Mais les producteurs des deux plus grandes chaînes là-bas, qui sont JTBC et SBS, dont on vous a parlé, avaient des interactions avec lui. Mais Baska, il aimait jouer un certain rôle avec les producteurs. Il est persuadé qu'ils ne l'attraperont jamais, et pour rendre la chasse plus amusante, pour rendre le jeu plus amusant, il a essayé d'égaliser les chances. Il a montré aux producteurs son compte en crypto-monnaie sur lequel il collecte les paiements pour les chambres. Ouh là là! Oui. Puis, il leur a imposé un marché. Il leur a dit que s'ils diffusaient les épisodes, ils créeraient des victimes pour eux. Les réseaux d'information, donc, auraient leurs propres victimes. Avant que SBS ne diffuse leur épisode, ils ont reçu une vidéo d'une jeune fille d'âge mineur. Fille entièrement nue avec rien d'autre qu'un sac en plastique sur la tête et une ficelle rouge attachée autour du cou. Elle dit au producteur dans la vidéo que s'il diffuse l'épisode à la télé, elle s'immolera par le feu devant le siège de SBS. C'est ce qu'on avait commencé l'épisode avec oui, ça. Oui, comme on vous disait en intro. Et là, SBS a diffusé l'épisode. Ils ont pu localiser la jeune fille et assurer sa sécurité. Oui. Dans son cas à elle, ça a été facile, entre guillemets, étant donné que rapidement, ils ont vu son nom. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, on l'indiquait, là, en zoomant, il était capable de voir son nom à côté d'un manuel de son école. J'imagine que c'est comme ça qu'ils ont réussi à la sauver, mais cette pauvre fille-là, là, tu sais... c'est tout de même humilié, tu sais... Elle va être restée traumatisée à vie. Hein. Ils disent qu'il y a énormément de suicides dans ces gens-là ou des gens qui s'en vont. Ils quittent, ils sont trop gênés de leur famille, ils vont refaire leur vie ailleurs. Quand ils ont subi ces choses-là, ils ne veulent même pas en parler. Puis j'ai l'impression que dans leur tal de recrutement, ça devait être un peu à la Epstein. Tu sais, selon moi, ils devaient aller chercher quand même des gens qui sont peut-être plus dans le besoin, des gens qui sont un peu plus en situation de problèmes familiaux, centre jeunesse et autres, je ne sais pas, là, mais tu sais, on dirait qu'une tactique de recrutement là, qui semble être un peu un pattern chez ces gens-là, quelque part. Là, des gens qui sont un peu plus désespérés d'avoir un emploi, des gens qui doivent travailler plus ou autre, ou aider leur famille, même à un jeune âge, parce que on parle quand même, il y avait une grande proportion qui était justement des femmes en apparence, des filles en apparence d'âge mineur. Donc, tu sais, ça devait être des gens qui étaient peut-être parfois, moins aimés de la société, à quelque part. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est certain, parce qu'il y en avait des recruteurs. R. Kelly faisait ça aussi. Exactement. Même à la rigueur, Michael Jackson faisait ça. Vrai. Il aidait des familles d'enfants malades qui avaient de la misère à arriver, puis il les attirait dans son Neverland, je dis ça, je dis rien, là, mais j'ai l'impression qu'il y a un pattern d'exploitation là, chez ces gens-là qui ont des réseaux de trafic humain. Je suis convaincu. Oui, c'est certain. Là.
Donc, en fait, de ce côté-là, au moins, ils l'ont localisé, cette jeune fille-là, pour assurer sa sécurité malgré tout ce qui lui est arrivé. Là, on ne minimisera pas ce qui lui est arrivé, mais au moins, ça finit bien pour elle, du moins. Et là, si on revient à notre histoire, ce jour-là, JTBC, donc qui est l'autre grande station de télévision, a reçu elle aussi une menace similaire. Et ce qu'on leur dit, c'est que si l'épisode est diffusé, Baska menace de divulguer les informations d'une nouvelle victime dans tous ses salons de discussion, pas seulement ceux réservés aux VIP. Donc lui, il fait l'équation comme quoi ça va lui amener plus que ce qu'il va perdre. Des milliers d'hommes pourraient alors avoir accès au nom complet de la victime, à son adresse personnelle et professionnelle, ainsi qu'à d'autres détails sensibles. La question demeure, que se passera-t-il lorsque ces hommes potentiellement dangereux la localiseront? JTBC devra alors gérer les conséquences. Baska a averti que cette fois, il n'y avait ni photo ni vidéo pour identifier ou protéger la victime. Malgré l'absence d'identification des victimes, la station JTBC a choisi de diffuser l'épisode, espérant que les informations révélées contribueraient à la chute de Baska. Lors de la diffusion, l'activité sur les forums de discussion s'est intensifiée. L'épisode, tout en exposant les crimes et les souffrances des victimes, devenait ainsi une source de divertissement cruel pour les participants des forums qui se considéraient supérieurs aux efforts des journalistes et des forces de l'ordre. Ils attendaient avec impatience de voir comment de nouveaux spectateurs réagiraient, renforçant le sentiment de pouvoir de Baska sur la situation. Fou, hein? Après la diffusion de l'épisode, des informations ont révélé que le médecin, en fait, Baska, utilisait un compte, en fait, de crypto-monnaie via un centre d'échange, un marketplace. Là. Exact. Que ce soit Coinbase ou autre, là, mais en Corée, en fait, là, où il peut changer, en fait, des cryptos contre des monnaies fiduciaires. Oui, là, de l'argent, au final, pour avoir de l'argent. Exactement. Puis c'est ce compte-là qu'il utilise pour liquider les paiements de ses spectateurs et puis les blanchir. Là. Cette nouvelle a provoqué une vive réaction dans les salons de discussion avec des messages qui défilaient à une vitesse vertigineuse. Les participants craignaient que les autorités ne parviennent à identifier les déposants à travers les transactions, parce que ça, c'est facilement traquable, le mouvement des crypto-monnaies. Oui. Puis, c'est quand même difficile de lier les portefeuilles numériques aux identités réelles, mais par exemple, la monnaie Monero, qui est une autre crypto-monnaie, qui est connue pour sa confidentialité, elle complique davantage le traçage en cachant les montants des destinataires et des transactions, en fait. Là. Oui, je ne sais pas si vous en rappelez, je pense que c'est dans Alphabet qui utilisait Monero, entre autres, là, qui a même qui a servi à propulser cette monnaie-là, qu'elle devienne un petit peu plus mainstream. Exact. Les producteurs de télé ont découvert que Baska utilisait un marketplace pour liquider sa crypto, mais il semblait peu probable que le docteur se rende personnellement dans un centre physique, là, rendant ainsi sa traçabilité encore plus difficile. Les échanges se font habituellement en vendant la crypto contre de l'argent qui est ensuite transféré dans un compte bancaire ou en échangeant de la crypto contre de l'argent là, directement dans des centres spécialisés. Oui, comme des places de guichet de Bitcoin. Oui, c'est ça. Mais sans preuve concrète de sa présence, le mystère autour de Baska persiste. Il utilisait des intermédiaires appelés Money Thunders dans le jargon criminel coréen pour échanger ses cryptos contre de l'argent liquide. Ces intermédiaires, qui étaient souvent des jeunes personnes, en fait, convertissaient la crypto en espèces. C'est un peu comme des mules, en fait, qui avaient déposé ça dans des boîtes spécifiques, là. Les autorités ayant identifié le centre d'échange utilisé espéraient suivre l'argent pour remonter jusqu'à Baska. La piste les mena à une figure inattendue, une jeune fille de 9 ans, utilisée pour transporter l'argent en question. L'enquête révéla que les transactions se terminaient souvent dans un casier d'extincteur, utilisé comme point de dépôt discret, en fait. C'est pas con d'utiliser les extincteurs à fumer, parce que c'est vrai que personne ne va jouer là-dedans. Oui. Les caméras de surveillance dans le bâtiment en question capturèrent une personne, difficile à identifier en raison de la faible qualité de l'image, transportant un paquet suspect. Surprenant avec la qualité des caméras d'aujourd'hui. Oui. Les autorités surveillèrent cette boîte d'extincteurs, découvrant que plusieurs jeunes y déposaient régulièrement de l'argent. Mais une seule petite fille était vue récupérant les fonds. Oui. Drôle, ça.
En suivant la fille, la police observant qu'elle remettait l'argent à un autre individu, une étape de plus dans la chaîne de distribution. Bien que les enquêteurs espéraient que cet individu les mènerait directement à Baska, ils découvrirent rapidement que la chaîne de distribution était beaucoup plus complexe et impliquait plusieurs maillons, éloignant encore la possibilité d'attraper directement Baska. Le médecin utilisait des intermédiaires pour échanger ses cryptos contre de l'argent liquide, et en fait, l'un de ces intermédiaires, après avoir récupéré plus d'argent, a signé une pétition lors d'une manif. Oui, c'est drôle, bizarre, ça, hein? Révélant ainsi son identité complète. Donc, les autorités l'ont tracé. Et là, ils ont obtenu des informations cruciales en le suivant, comme son nom, sa date de naissance et son numéro de téléphone. C'est fou quand même, comme maille. Hein? Oui. Et avec ces données-là, la police a surveillé et finalement localisé sa résidence, mais a évité une intervention directe pour ne pas compromettre les preuves. C'est facile de brûler une piste comme ça. Là. Environ 1 an après le début de l'enquête, le suspect a été arrêté alors qu'il était dehors avec son fils. Oui. Donc, le 16 mars 2020, Cho Ju-bin, alias Baska, 24 ans, est arrêté. Oh! 24 ans, c'est pas jeune hein, pour être... c'est pas jeune, vieux. En fait, oui, pardon, oui, je me suis mal exprimé, je veux dire, c'est pas vieux pour faire ça. On a compris. Dans la salle d'interrogatoire, il se trouve face à un stylo de 6 pouces de long, alors que les policiers le questionnent sur son implication présumée dans les chambres de torture sur Telegram. Au départ, il nie farouchement être Baska et prétend être seulement un membre de l'une de ces chambres, affirmant qu'il ignorait la nature abusive des activités qui s'y déroulaient. Les autorités restent sceptiques face à ces déclarations, surtout en découvrant une importante somme en liquide dans sa chambre à coucher. Oh. Malgré ses tentatives pour échanger son mot de passe contre de la nourriture pendant l'interrogatoire, la police a finalement découvert le mot de passe sur les écrits du mur de sa chambre. Il a laissé son mot de passe sur un post-it, OK. déverrouillant ainsi son téléphone. Ils se font toujours, en tout cas. Ils y ont trouvé des preuves compromettantes, y compris des identifiants personnels et de nombreuses victimes. Ignorant ces supplications, les policiers poursuivent leur interrogatoire. Cho, de plus en plus désespéré, demande à aller aux toilettes. Une fois là-bas, il prend une décision radicale pour prouver sa sincérité. Il saisit le stylo et, avec un geste désespéré, tente de s'infliger des blessures, espérant peut-être que cela convaincra les policiers de son innocence. Il s'enfonce le stylo dans la gorge. Heureusement, il est soigné à temps. Puis ça, là, si vous googlez là, cette histoire-là, là, God, Baska, automatiquement, vous allez avoir une photo avec quelqu'un qui a un genre de truc dans le cou, comme les, pas comme les animaux, mais pour maintenir le cou. Ouais, et en fait, c'est pour protéger, c'était sa blessure. C'est pour protéger sa blessure qui s'est fait quand il s'est vraiment rentré un stylo profond. Parce que s'il n'avait pas été sauvé, il aurait pu mourir, en fait. Oui. Puis là, ils ont vraiment mis ça. C'est très iconique, en fait. C'est drôle parce que les photos, c'est juste ça. Ça lui donne une allure d'Hannibal Lecter un peu. Oui, ça donne un nom. Ouais, ça donne un autre genre. C'est vraiment étrange. Les conversations révélées suggèrent que, contrairement à Baska, en fait, qui agissait pour l'argent, God, en fait, lui, agissait plus pour le plaisir de nuire. Okay. Ça, c'est les policiers qui se sont rendus compte de ça en fouillant les conversations dans le téléphone de Baska. Et en fouillant son historique en ligne, ils ont compris que Cho était profondément influencé par la culture en ligne coréenne, mais pas n'importe quelle culture. Les communautés toxiques et misogynes, en fait. Les membres de ces groupes alimentent des théories que je ne connaissais pas, là, qui s'appellent la théorie du lave-vaisselle, par exemple, où les femmes sont dénigrées comme de la vaisselle sale et les hommes sont dégradés s'il épouse en fait une femme ayant eu plusieurs partenaires. Oui, un discours qu'on connaît bien, le discours à la Andrew Tate. Oui, exact. Je sais pas trop, le mâle alpha, incel, tout ça. Là. On en a des nouveaux au Québec en plus. Oui, on en a des popés au Québec Le nom m'échappe, là, mais oui. Puis que même j'ai vu des femmes en rire, puis c'était très drôle. Qui sont hilarantes, je me rappelle plus de leur nom. Mais, qui sont les deux filles. Oui, à propos du gaming, là, puis mon chum, il a besoin de ça pour ça. Ah non, sont excellentes. Arnaud Soli s'en est bien moqué aussi. Exact, aussi. On nommera pas leur nom, tiens. Oui, exactement. Mais bon, si vous savez, vous savez. If you know, you know.
Donc, ça ressemble à ça. Il a été arrêté pour ça. Il y a un autre truc que je veux vous parler aussi par rapport à cette histoire-là. Mais là, il a été arrêté pour ça. Il a-tu été condamné de quelque chose? Ah, mais on va y revenir. Et là, je vais vous parler on prend une petite tangente à côté, mais vous allez voir, on reste toujours dans la même histoire. Je vais vous parler de Digital Prison. Ça, c'est un site web coréen que je ne connaissais pas. Puis eux, ils ont entrepris une mission audacieuse, en fait, parce que eux, là, les responsables, c'est pas juste les Baska, les God, mais c'est tous les clients. C'est clair. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de ces gens-là. Hein? Et eux, ils ont la mission de révéler les identités des utilisateurs des salles de torture de Telegram, en fait. Des citoyens ordinaires. Puis il y a même des citoyens ordinaires qui s'impliquent là-dedans, là, qui ne sont pas des hackers, qu'eux aussi, ils veulent se mobiliser pour dénoncer ces gens-là. Là. En réaction au site Digital Prison, certains ont préféré fuir le pays, t'imagines? Là, des gens qui avaient peur d'eux, ou même de supprimer leur compte Telegram pour échapper à l'exposition publique. Écoute ça, les recherches Google en Corée ont explosé avec des requêtes sur la suppression de Telegram, comment supprimer Telegram, reflétant la panique généralisée parmi ceux impliqués dans ces activités illicites. Je vous rappelle, là, il y avait des centaines de milliers de personnes qui y allaient. C'est sûr que c'est du monde de partout dans le monde, c'est pas juste des Coréens, mais quand même. C'est clair. Les analystes numériques ont été submergés par les demandes d'aide aussi pour effacer des données compromettantes des appareils. Certains ont même été contactés par des agresseurs cherchant à dissimuler leur implication dans les salles de torture. Ces analystes se sont retrouvés confrontés à un dilemme moral, là, se demandant s'ils devaient dénoncer ces individus ou simplement effacer leurs traces numériques. Puis j'avoue, moi, comme consultant, là, j'aurais dénoncé, honnêtement, là, ça. La révélation choquante selon laquelle jusqu'à 260 000 personnes pourraient être impliquées dans ces activités a exacerbé les tensions. Le public réclamait la divulgation des noms de tous les participants. C'est clair, tu veux une liste là, de public shaming? Oui, puis même juste pour vous dire, là, quand il est arrêté, là, Baska, au début, il nommait pas les noms. Puis il y a eu une pétition en ligne de 5 millions de noms. Puis là, ils ont nommé le nom. Okay. Il ne l'avait jamais nommé. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour l'enquête et tout ça, mais c'est une pétition en ligne. C'est fou, les citoyens se sont vraiment mis ensemble. On dirait que je trouvais ça beau dans toute cette horreur. Je trouvais ça quand même bien. Telegram présente plusieurs caractéristiques qui font un choix attrayant. En fait, qui en font un choix attrayant pour ceux qui cherchent à éviter la surveillance et à protéger leur vie privée. Tout d'abord, la création d'un compte Telegram est assez simple. Hein? Il est possible de le faire de manière anonyme en utilisant un numéro de téléphone, mais qui n'est pas lié à votre identité. De plus, Telegram ne requiert pas d'adresse email ni de vérification par email. Donc, c'est encore plus facile d'être anonyme sur Telegram. Là, on peut aller s'acheter une carte SIM à peu près n'importe où. Là. Une fonctionnalité importante est celle des chats secrets, comme on vous avait parlé, qui garantissent que les messages envoyés ne sont pas enregistrés sur les serveurs de Telegram et disparaissent vraiment une fois supprimés par l'expéditeur. En fait, ils sont supprimés pour tout le monde. Même si les autorités demandaient à Telegram de divulguer des messages, la plateforme n'aurait rien à fournir car ils ne sont pas stockés de manière permanente. Mais ça, je me demande si c'est vrai. Hein? Parce que Snapchat, là, il stocke tout. Tout. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment éphémère. C'est pas du vrai éphémère. On le sait. On se l'était fait dire même par les autorités. Puis même selon moi, peut-être que Telegram, tu sais, je ne veux pas faire du... mais j'ai l'impression que les Russes ont peut-être moins cette éthique-là, là, si je peux me permettre. Mais on dirait que là-dessus, on dirait que des fois, j'ai des doutes. En outre, bref, Telegram est connu pour sa faible modération centrale aussi, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent à peu près publier n'importe quoi sans avoir de censure. Là. Parce que ce contenu-là, essayez pas de le publier sur un autre réseau social. Là, ça ne fonctionnera pas longtemps, du moins. Là. Malgré ses caractéristiques de confidentialité, Telegram maintient une politique stricte de protection des données des utilisateurs. Il refuse, écoutez ça, il refuse généralement de coopérer avec les agences gouvernementales, ne fournissant que des informations limitées, telles que l'adresse IP et le numéro de téléphone, dans le cadre d'enquêtes terroristes confirmées seulement. Okay.
Intense. Sont intenses, hein, puis je garde mes qualificatifs, là, mais... c'est du terrorisme, selon moi, ça aussi. Là. Exactement, c'est une forme de terrorisme, là, puis c'est vrai, en plus, tu attaques des gens de ton propre pays, c'est ça, du terroriste, tu sais, fait que, en tout cas, t'as raison, c'est une forme de terrorisme, j'avais jamais vu de même. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, avec toutes ces personnes-là, là, en fait? Il y a God, en fait, qui a été reconnu pour être super violent, et lui, il a comme dévoilé un peu son plan là, de disparaître, mais en décidant de faire ça, il a un peu donné signe de vie aux gens, là, tu sais. Mais personne ne sait pourquoi. Et contactant soudain l'une de ses victimes, il lui déclare « Tous mes actes étaient un jeu pour moi. Je ne cherche ni pardon, ni à vous dissuader de porter plainte à la police. Je vous contacte simplement pour vous dire que vos actions faisaient partie d'un jeu. Les personnes que j'ai mises en avant, c'est parce qu'elles ont fui le jeu et que je devais les punir. Vous comprenez? » Donc vraiment, il y avait un peu cet esprit-là. Là. Et avant de disparaître, God a laissé un dernier message à sa victime en disant « Eh bien, c'est amusant, mais je dois partir maintenant. Je vais jouer à Maple Story. » Maple Story, c'est un jeu RPG en ligne coréen. Je suis allé vérifier, là, qui existe depuis 2003. Il prétend, lui, être à l'école secondaire, donc il doit quand même être assez jeune. Là. Mais personne ne sait si c'est vrai. Disparaissant pendant des mois, il confie le contrôle des salles d'extrémité intenses là, à un homme appelé le Veilleur. Puis il s'évapore. God est parti, pour l'instant du moins. Cela a poussé un groupe de hackers anonymes, Team Red, c'est ça que je me disais, ça prend un groupe de hackers comme Anonymous là, pour arriver là-dedans, à offrir leur aide à la police pour capturer God, affirmant leur intention de mettre fin à ses agissements. Team Red a utilisé des techniques de phishing pour attirer God en envoyant des liens qui semblaient légitimes, mais qui étaient en réalité des pièges pour récupérer ses informations personnelles. Oui. Ils ont réussi à accéder à son adresse IP et à d'autres données cruciales avec juste un clic sur un lien piégé, ce qui a permis à la police de le localiser. Oui. Et là, la police a finalement trouvé God dans une casse. Donc, God, de son vrai nom, Moon Yoon Mook, un jeune homme semblable à Cho en termes d'apparence et de parcours académique, a été appréhendé sans incident notable. Donc, il était dans un genre de fourrière, quoi. Oui, exact. Oui, il se cachait. Ça n'a pas été précisé, mais il dit qu'il était dans un genre de cachette. Oui. C'est vraiment... mais c'est fou, hein? Moi, j'étais content que les hackers se mettent la partie parce que parce que j'ai l'impression que les policiers pourraient même... je pense qu'ils peuvent le faire, mais des fois, il faut faire attention aux tactiques pour que les... je ne connais pas les lois coréennes, mais ici, il faut faire attention de la façon qu'on accumule la preuve. Il faut qu'elle soit acquise de manière légale et tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça leur a donné un très, très bon coup de main versus ce que les policiers ne peuvent pas faire aussi dans le cadre de leur fonction. Il y a eu un procès, évidemment, parce que là, on avait piégé les deux. Évidemment, la condamnation de Cho Joo-bin, en fait, qui se trouve à être Baska, lui, il a été arrêté en mars 2020 et il a été inculpé avec 38 complices. Oui, donc, il y en avait beaucoup, en fait, là. En octobre 2021, alors qu'il était âgé de 24 ans, il a été condamné à 40 ans de prison pour son rôle dans la Ninth Room, justement pour exploitation sexuelle, trafic humain et autres, là, tu sais. Ce qui est, selon moi, pas tant, en fait, je trouve. Mais il y a un petit bonus, là, après. Oui, c'est ça. En février 2022, le tribunal l'a condamné à 5 ans de prison supplémentaire pour violation de la loi sur la dissimulation criminelle, portant sa peine à 45 ans. Total, ouais. La Cour suprême a confirmé cette condamnation à 45 ans. Cho devra aussi porter un bracelet électronique pendant 30 ans après sa libération, payer une amende de 100 millions de won, qui équivaut à 90 000 $ environ, et il ne pourra pas travailler avec des enfants pendant 10 ans. Et lors de son procès, Cho avait plaidé pour une peine plus légère, estimant que 40 ans était trop lourd, mais les procureurs avaient demandé 15 ans de plus, car une nouvelle victime avait été identifiée. Selon les rapports, Cho a déclaré, alors qu'il était amené au poste de police de Séoul, « Je m'excuse auprès de ceux que j'ai blessés. Merci d'avoir mis un frein à la vie d'un démon qui ne pouvait être arrêté. » Oui. Ce qui est, selon moi, on en parlait un peu
off the record, Seb, mais tu sais, on aurait été plus sévères, nous. Là. Oui. Pour tout ce qu'il a fait, pour le nombre de victimes, même s'il porte un bracelet électronique après. Ben oui. Ne pas travailler avec des enfants pendant 10 ans. On peut-tu l'empêcher de voir des enfants pendant 100 ans? Ben oui, puis il va sortir à genre 70 ans, là, ou presque. Là, donc, ben oui. Même le 30 ans, le bracelet, c'est... Non, moi, j'aurais... En tout cas, c'est des gens qui méritent peut-être même pas de vivre. Là, en tout cas, ce réseau-là aurait exploité au moins 103 victimes, là, dont 26 d'âge mineur, sur Telegram. Il y a aussi eu des complices, en fait, qui ont été condamnés. God, lui, en fait, a été condamné à 34 ans de prison, en fait. Et en fait, les policiers, à l'époque, avaient demandé la prison à vie. Puis, en fait, 34 ans, lui aussi. Donc, c'est un petit peu décevant, je pense. Lui aurait contraint 21 femmes avec des mineurs au travers, là, entre février 2019 et janvier 2020, à partager près de 3800 vidéos là, de compromettantes. Là, divise-les par 21, là, ça fait beaucoup de vidéos par personne. Là. Moi, ça me perturbe, mais je suis convaincu que le chiffre 21 est seulement les preuves qu'ils ont pu amasser, parce que pendant plusieurs années, je suis convaincu qu'il y a eu plusieurs femmes là, qui ont été malheureusement là, prises avec lui. Il y a eu d'autres complices aussi là, qui ont eu des peines de prison de 20 ans et tout ça, là, dans les gestionnaires, les distributeurs, les recruteurs et tout ça, là, qui ont quand même tous été punis là, entre 18 et 25 ans de prison. Au moins, ils ont été retrouvés, ces gens-là, puis ils ont fait face à la justice. Puis depuis, la Corée du Sud aussi a adopté une législation, je pense, suite à ce scandale-là. Là. Oui, elle s'appelle l'Anti-Nine Room. Donc vraiment, elle est directe. Elle vise à durcir les sanctions relatives aux crimes sexuels numériques, à contraindre les fournisseurs de services Internet à bloquer la diffusion de contenu illégal. Mais encore là, c'est difficile. Toutefois, cette loi est critiquée justement par son incapacité à englober les espaces privés, comme les chatrooms sur Telegram, révélant ainsi les limites des régulations face à une technologie perpétuelle en évolution. Puis même dans l'after show, on va vous en parler tout à l'heure, il y a des pays qui ont suspendu temporairement Telegram dans leur pays parce qu'ils ne respectaient pas ces lois-là. À un moment donné, j'ai l'impression que les pays, il faut qu'ils se tiennent debout aussi par rapport à ça. C'est clair. C'est juste des mosus d'application, là, je veux dire, dans le sens que ça maintient pas la vie. Là. Non. C'est pas nécessaire. Puis là-dessus, je trouve qu'il devrait être beaucoup plus sévère. Puis même la Chine aussi, on fait le même pas que la Corée par rapport à ça. Ils ont durci les règles par rapport à ça. Mais encore là, c'est très difficile. En Chine, justement, ils ont durci les règles par rapport au contenu domestique, donc local, mais tout ce qui est produit ailleurs, encore là, ils n'ont pas de législation pour ça. Mais c'est quand même un pas de plus. Plus on avance, plus on régule, en fait, les crimes technologiques. Yes, merci Seb pour au moins il y a un peu de positif malgré tout. Oui. Au moins ça risque de faire changer les choses, mais malgré tout, il y a eu quand même de réelles victimes autour de ça, donc on s'en sort pas. Mais c'est le fun des fois d'aller voir un peu ce qui se passe en Asie, donc on espère vous en sortir un petit peu plus d'histoires issues de Corée, Japon, Chine, Vietnam et autres, parce qu'il s'en passe des choses là-bas aussi. On arrive à la fin de la saison, Seb, c'est dur à croire. Oui. On a fini avec un gros épisode. Oui, un très long épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'à ce moment-ci. En after show, on vous parle d'autres histoires criminelles qui se déroulent sur Telegram. Pour nos abonnés Patreon, sachez qu'on a d'autres surprises en cours dans les prochaines semaines. Donc, nous lâchez pas, restez avec nous. Il y a d'autres contenus qui s'en viennent. Attrapez-nous sur la route aussi, sinon cet été, on risque de faire peut-être un petit événement parce qu'on a un café qui s'en vient aussi, Seb. On remet la collaboration avec Jungle, donc on risque de se revoir pendant l'été. On demeure quand même actif. On n'est pas trop loin. On vous rappelle qu'à Longueuil, le 11 juillet, on est live avec notre cabaret des curiosités du web avec des toutes nouvelles histoires. Il reste quelques billets. Lancez-vous. On a bien hâte de vous voir. Et Seb, écoute, on se dit à très bientôt autour de ce micro-là. Mais avant de quitter, c'est l'heure de donner quelques shout-outs à nos magnifiques membres Patreon. Je te laisse partir. Oh yes! Je donne un gros high five à David P., Alexis F.,
Sophie T, la mystérieuse Stéphissa et Valérie V.L. Une bonne poignée de main à Savannah, à Inès A, à Tata Lily, à Vanessa T et à Caroline P. Beaucoup d'amour à Jared R, Émilie P, Isabelle G, Le Fil et JST. Un gros câlin à Pizel, à Marie-Pierre, à Jean-Philippe L, à Samuel L, pardonne-moi, et à Agathe P. Et je conclus. Merci à vous. Sans vous, on ne pourrait pas faire ce show-là. Sophie L, Laurence G, Isabelle D, Quentin S et Claude. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Décidément, l'humanité ne cessera jamais de nous surprendre par sa créativité. À faire le mal. Jamais.